là maintenant, on va voir la multiplication virale. Et vous avez fait la structure, donc maintenant vous connaissez la structure du virus. Il y a du virus à ADN, du virus à ARN. Et donc, de même, on va voir la multiplication virale. On va commencer par la multiplication du virus à ARN et après on verra les virus, celles du virus à ADN. Alors, j'introduis en disant que les virus sont des parasites intracellulaires stricts, ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule hôte en utilisant les éléments de celle-ci. Leur multiplication consiste en l'introduction du génome viral dans une cellule et c'est elle qui va fabriquer de nouveaux virus, selon un procédé qu'on appelle la réplication. Les cellules hôtes peuvent être donc résistantes qui ne peuvent pas être infectées. Donc il n'y a pas de récepteur pour le virus. Le virus, pour qu'il infecte une cellule, il doit se fixer sur la cellule qu'il va infecter en présence d'un récepteur cellulaire. Et s'il n'y a pas un récepteur, le récepteur cellulaire du virus, donc la cellule, elle est dite résistante à l'infection. Il n'y a pas fixation, il n'y a pas pénétration par la suite. Non permissive, expression de quelques gènes viraux sans aboutir à un cycle de réplication complet, ça donne une infection abortive. Donc l'infection, elle se fait, mais elle n'est pas le cycle de réplication, il n'est pas complet. Permissive, donc c'est le cycle de réplication complet qui aboutit à la fin à une infection productive, production de nouvelles particules virales. Alors, les étapes de la multiplication virale. Donc, le virus, il vient pour infecter cette cellule. La première étape, c'est l'attachement. Il va s'attacher à la surface de la cellule qu'il va infecter grâce à un récepteur cellulaire. Après fixation, donc, on aura l'entrée de la particule virale à l'intérieur de la cellule et l'entrée. Donc, ça peut être par fission ou bien par endocytose. Après l'entrée, donc, comme tout virus, il est encapsidé, il va se libérer de sa capside virale. C'est la décapsidation. Libérer le génome viral, qu'il soit ADN ou bien ARN, il est libéré dans le cytoplasme et donc il va se répliquer par la suite. Après réplication, on aura tous les éléments synthétisés vont être assemblés, c'est l'assemblage, et de nouvelles particules virales sont synthétisées à la fin qui vont quitter la cellule infectée, c'est la libération. Alors, le temps de cycle viral varie d'un virus à un autre, de 8 heures pour les poliovirus jusqu'à 50 heures pour certains herpesvirus. Le cycle complet peut être divisé en plusieurs étapes. Nous avons d'abord l'attachement, on l'appelle également AD, c'est pas adsorption, c'est le contact du virus et de la cellule par attachement à la surface de la cellule, de la surface cellulaire. Se fait par des protéines de la capside pour les virus nus. Les virus nus, donc il y a que la capside à l'extérieur. Donc la fixation se fait entre le récepteur et les protéines de la capside virale. Pour les virus enveloppés, donc il y a des glycoprotéines de l'enveloppe virale. C'est ces protéines-là qui se fixent, qui se fixent avec le récepteur cellulaire, qui s'attachent à des récepteurs situés sur la membrane cytoplasmique de la cellule hôte. Le spectre d'hôte est défini par là où les espèces animales et par où les tissus que le virus peut infecter. Donc le spectre d'hôte dépend de la présence de récepteurs cellulaires. C'est-à-dire, vous allez voir des exemples sur un tableau, un virus par exemple comme le virus de la grippe. Le virus de la grippe, on entend souvent parler de la grippe humaine et la grippe animale. La grippe aviaire, par exemple, animale comme aviaire, porcine. Donc le virus de la grippe, il peut infecter à la fois l'homme et l'animal. Ceci est dû à quoi? Dû tout simplement à la présence du récepteur cellulaire sur l'homme et l'animal en même temps. Donc c'est ubiquitaire.
Donc le spectre, il est large. Le spectre d'hôte, il est large. Le virus de la grippe, il a un spectre d'hôte large. Il peut infecter plusieurs hôtes, que ça soit animal ou bien humain. Quand un virus utilise des récepteurs ubiquitaires présents sur des cellules d'espèces animales différentes, le spectre d'hôte, il est dit large. Mais si les récepteurs sont propres à une seule espèce, le spectre, il est étroit. Il y a des virus qui infectent que l'homme ou bien que l'animal. Et donc, même parmi les animaux, il y a des virus qui sont sélectifs pour certains animaux. Exemple, le virus de la rage affecte tous les mammifères. Donc, infecte l'homme, les mammifères, de manière générale. Mammifères, c'est l'homme et les animaux. Le virus de la grippe affecte à la fois l'homme, les oiseaux migrateurs, le porc et le cheval. Donc, il a un spectre large. Le virus de la poliomyélite, de la rougeole, de la rébéole sont propres à l'espèce humaine, infectent que l'homme, et donc le spectre, il est étroit. Alors, pour expliquer, là j'ai mis la photo, le virus, ça c'est le virus du sida, le VIH, c'est un virus enveloppé et il a à sa surface des glycoprotéines, la glycoprotéine qui fait saillie, qui est ronde, ça s'appelle la glycoprotéine 120 et cette glycoprotéine 120, c'est elle qui est responsable de la fixation de la particule virale à la surface de la cellule lymphocyte, un lymphocyte CD4 par exemple, et donc le récepteur cellulaire, elle est représenté par la molécule CD4 et également il faut qu'il y ait le corécepteur CCR5. Donc la particule virale, elle se fixe grâce à sa glycoprotéine 120 au récepteur CD4 en présence du corécepteur CCR5 et donc cette pénétration se fait et qui permet l'attachement et après la pénétration du virus. Là, j'ai mis des exemples de récepteurs cellulaires pour certains virus. Et comme vous avez, comme le virus du sida, le récepteur, c'est la molécule CD4 qui est présente sur les lymphocytes et sur les macrophages. Comme par exemple, vous avez le virus de la grippe. Le récepteur, c'est l'acide acétylique, ou bien NA, c'est pour N-acétyl, c'est en anglais. N-acétylnoraminique acide, c'est l'acide N-acétylnoraminique, ou bien on l'appelle l'acide sialique. Alors, après attachement, donc là, vous comprenez que le virus, avant qu'il rentre à l'intérieur de la cellule, il doit se fixer sur un récepteur cellulaire, que ce virus soit enveloppé ou bien non enveloppé. Donc, une fois fixé, il va pénétrer à l'intérieur de la cellule, le plus souvent par endocytose pour les virus nus, se retrouvant à l'intérieur d'une vésicule dont le virus doit s'échapper par rupture de l'endosome, soit par fusion entre les deux enveloppes cytoplasmiques et virales. Ce mécanisme est propre au virus enveloppé, car il requiert de l'intervention d'une autre glycoprotéine virale qui s'appelle la protéine de fusion, avec comme co-récepteur. L'enveloppe fusionne avec la membrane cytoplasmique qui libère la nucléocapside dans le cytoplasme. Certains virus enveloppés, donc la règle générale dit que virus nus ou bien non enveloppés pénètrent par endocytose, et quand ça rentre, il y a l'endosome, se forme l'endosome, et cet endosome-là, à l'intérieur du cytoplasme, va se dégrader et la particule virale, elle est libérée par la suite. Ou bien, pour la règle générale dit aussi, les virus enveloppés pénètrent par fusion. L'enveloppe virale, elle fusionne avec la membrane cytoplasmique. Il y a une fusion et cette fusion, elle est causée, c'est-à-dire elle fait intervenir une protéine de fusion, comme pour le virus, le VIH. Il y a la glycoprotéine 41, c'est elle qui joue le rôle dans la fusion entre l'enveloppe virale et l'enveloppe cellulaire. Et après fusionnement des deux enveloppes, la particule virale, elle est libérée à l'intérieur. La capside virale, elle est libérée à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est la règle générale. Mais
parfois, il y a des virus qui sont enveloppés, mais pénètrent par endocytose. Puis, à l'intérieur, cette enveloppe d'endocytose, elle va, parce que le virus, il est déjà enveloppé, il y a une autre enveloppe. Donc, on aura à l'intérieur de la cellule infectée un fusionnement entre les deux enveloppes, endosomale et virale. La pénétration, il y a aussi un autre mode de pénétration, c'est le troisième. Enfin, si on peut dire, il y a 4 mécanismes. Donc, le quatrième, pénétration directe du génome par un pore membranaire, comme pour le virus de la poliomyélite. Donc, il y a une fixation au récepteur cellulaire et une insertion de protéines virales hydrophiles qui forment un canal, soit dans la membrane cytoplasmique, soit dans la membrane d'un endosome. Le génome pénètre le cytoplasme par ce canal. Donc, fixation, formation de canaux à travers la membrane cytoplasmique. Et si le virus, il est déjà à l'intérieur des canaux qui se forment dans l'endosome, et ça permet de libérer la particule virale à l'intérieur. Donc, schématiquement, c'est ça. Ça, c'est les lentivirus, c'est comme le virus du sida. Donc, vous voyez, il se fixe, et après, on aura un fusionnement. L'enveloppe virale, elle va fusionner avec la membrane cytoplasmique, et la particule virale, elle est libérée. Après, on aura la décapsidation. Alors, pour le virus de la grippe, l'influenza virus, c'est un virus enveloppé. Mais pour regarder, malgré que c'est un virus enveloppé, la pénétration se fait par endocytose. Regardez, l'enveloppe virale, elle est toujours intacte, elle pénètre, et on aura le virus enveloppé à l'intérieur de l'endosome, la vésicule de l'endosome. Après, à l'intérieur, donc, on aura un fusionnement entre les deux enveloppes, virale et endosomale, et les nucléocapsides virales sont libérés à l'intérieur du cytoplasme. De même, la règle générale, on a dit tous les virus qui ne sont pas enveloppés, la majorité, l'exception elle est faite par le virus de la grippe, mais généralement les virus non enveloppés pénètrent par endocytose. Regardez, donc s'attache, formation de l'endosome et à l'intérieur libération de cette particule. Regardez, au moment de la libération, formation en même temps du canal. Donc ça peut se faire en même temps, comme pour le poliovirus. Regardez, il se fixe à la membrane cellulaire, et la pénétration, elle se fait directement par la formation de canaux à travers cette membrane cytoplasmique, et on aura donc formation de l'endosome. Et en même temps, vous voyez que le génome viral, il est libéré de manière directe. C'est la pénétration directe. Donc, c'est la même chose schématisée avec d'autres schémas. Vous allez les voir. Alors, une fois libéré dans le cytoplasme, le virus doit se décapsider. Vous avez fait la structure virale. Il y a une capside, la capside virale de nature protéique. On doit la casser pour libérer le génome. Les structures virales sont dégradées et le génome viral est libéré de sa capside. Peut se faire en même temps que la pénétration ou bien plus tardivement. Alors, maintenant la réplication. Le génome viral libéré prend la direction des synthèses dans la cellule. On aura des copies du génome viral, des protéines virales, des protéines de capside, de glycoprotéines de l'enveloppe ou bien le puplos pour le virus enveloppé. La réplication du virus à ARN, mis à part les rétrovirus, se fait selon 2 grandes stratégies. Donc là maintenant, on va voir la réplication. Le génome viral, il est libéré, donc il va suivre la voie de la réplication et des synthèses. Maintenant, pour le virus à ARN, il y a deux schémas différents. On commence par les virus à ARN positifs. Donc, il y a des virus dont le génome ARN il est de polarité positive, et il y en a qui sont ARN mais de polarité négative. L'ARN est à polarité positive comme le virus de la poliomyélite. C'est un picoronavirus.
Donc, l'ARN de polarité positive se comporte toujours comme un ARN messager. Donc, il est traduit directement au niveau du ribosome en donnant les différentes synthèses, les différentes protéines virales, que ces protéines soient structurales ou non structurales. Un grand polypeptide est synthétisé, clivé ensuite en plusieurs protéines, les protéines de la capside, l'ARN polymérase, ARN dépendante, les protéases. L'ARN génomique est aussi utilisé comme matrice pour la synthèse d'un ARN de polarité négative grâce à la polymérase virale new-synthétisée. L'ARN négatif sert à son tour de matrice à la synthèse de nouvelles molécules d'ARN positif génomique. Voici le schéma. Donc le virus, donc c'est un virus qui n'est pas enveloppé, il pénètre, pénétration directe. L'ARN, il est de polarité positive, donc il va directement se diriger vers les ribosomes. Il est traduit. Il donne une polyprotéine. Cette polyprotéine, par la suite, elle est clivée par des enzymes virales et ça synthétise les différentes protéines qui forment la structure virale comme la capside et les protéines enzymatiques. Donc, en même temps, cet ARN de polarité positive, il donne des copies intermédiaires de polarité négative. À leur tour, ils donnent des copies positives. Donc, ces ARN-là sont dits intermédiaires. Donc, ARN positif, il donne un ARN négatif, et ARN négatif, il donne des ARN, plusieurs molécules ARN positifs. Ces ARN positifs vont servir de matrice pour la synthèse de nouvelles particules virales. Donc, chaque ARN ici positif va sortir et va être encapsidé par ces protéines-là synthétisées. L'assemblage, donc l'ARN, cet ARN positif new synthétisé, il est encapsidé et emporte avec lui les différentes protéines enzymatiques et il sera par la suite libéré. C'est la même chose. Maintenant, pour les virus à ARN négatifs. Les virus à ARN de polarité négative, comme les paramyxovirus, l'ARN est non infectieux, donc il n'est pas traduit directement par les ribosomes, mais il va se transformer en un ARN complémentaire positif qui sera l'ARN messager. Le pouvoir infectieux est donc lié à la présence d'une transcriptase ARN polymérase, ARN dépendante, associée au génome viral. L'ARN génomique sert successivement de matrice à la transcription, puis à la réplication. Donc l'ARN négatif est transcrit en ARN positif qui est traduit en protéines virales par les polyribosomes cellulaires donnant des protéines structurales et enzymatiques. Il sert également de matrice pour la synthèse de nouvelles particules virales, de nombreux ARN négatifs pour les nouveaux virions. C'est-à-dire, donc, après libération, l'ARN de polarité négative, donc il ne peut pas être traduit au niveau du ribosome, il n'est pas positif, donc il joue pas le rôle de l'ARN messager. Il est transformé en ARN de polarité positive. Ces ARN de polarité positive sont traduits au niveau du ribosome et donnant les protéines structurales et non structurales, ou bien enzymatiques. Et cet ARN, il donne des intermédiaires positifs qui, à leur tour, donnent des ARN négatifs qui seront des matrices, de nouvelles matrices pour les nouvelles particules virales, assemblage et libération à la fin. Donc c'est le contraire. On avait polarité positive dans les intermédiaires négatifs et les intermédiaires négatifs dans les positifs. Là, c'est le contraire. Le négatif, il donne des intermédiaires positifs. Les intermédiaires positifs donnent les négatifs, les ARN négatifs qui serviront de génome pour les nouvelles particules virales. Donc, c'est la même chose. La particularité pour les rétrovirus, le VIH ou bien le virus du sida, c'est un virus à ARN, mais il n'a pas de polarité. On ne peut pas dire qu'il est polarité positive ou négative. Donc, ce virus possède un ARN monocaténaire associé à une enzyme, la transcriptase reverse ou bien la reverse transcriptase. Cette enzyme est responsable de la transcription d'un ADN complémentaire. L'ARN viral est dégradé par une aranase, puis un deuxième brin d'ADN est synthétisé donnant un ADN bicaténaire
qui s'intègre dans le génome de la cellule infectée grâce à l'intégrase, c'est le provirus. Ceux-ci peuvent être transcrits en ARN viral génomique et en ARN messager donnant des protéines virales et enfin des virions. Donc j'explique le cycle infectieux du VIH. Ça c'est le VIH, le virus du sida, va se fixer, comme j'ai expliqué, grâce à sa glycoprotéine 120 au récepteur CD4 en présence d'un corécepteur, et après la pénétration, elle se fait par fusion entre l'enveloppe virale et l'enveloppe cellulaire grâce à la deuxième glycoprotéine qui s'appelle la glycoprotéine 41. Donc le VIH, il a deux ARN, deux particules ARN. Donc vous voyez, donc libération du génome viral se forme de deux particules virales, deux génomes viraux ARN. Donc chaque brin, il va suivre un cycle de réplication. Nous, on va voir un seul cycle. Donc on va suivre un seul brin. Le brin que vous voyez ici, donc il va suivre les différentes étapes de la réplication virale. Il faut savoir une chose, que le virus du sida, le VIH, il est équipé enzymatiquement. Donc il a 3 enzymes. Il vient avec 3 enzymes. Il y a la reverse transcriptase, il y a l'intégrase, il y a la protéase. Donc il vient déjà avec 3 enzymes propres à lui. Donc quand l'ARN il est libéré, donc vient l'enzyme, la reverse transcriptase. Pourquoi on l'appelle reverse transcriptase? Tout simplement parce qu'elle va faire le travail contraire. D'habitude, l'ADN dans l'ARN. Mais cette enzyme-là, elle va copier l'ARN en ADN. La reverse transcriptase apportée par le virus, elle va copier l'ARN viral en ADN, une copie d'ADN. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dupliquer l'ADN, qui est simple brin ici, en ADN double brin. Donc, elle va jouer 2 rôles. Elle va donner d'un ARN un ADN et après elle va dupliquer l'ADN pour le rendre ADN double brin. Vous voyez, c'est un mécanisme totalement différent. C'est un virus à ARN, mais sa réplication, elle est totalement différente. Elle ne ressemble pas à celle des ARN positifs ou des ARN négatifs. Donc, une fois l'ADN double brin, il est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va migrer à l'intérieur du noyau. La deuxième enzyme apportée par le virus, elle va intégrer cet ADN double brin viral dans le chromosome cellulaire. Et après, donc, on va appeler ce petit fragment d'ADN viral intégré dans le chromosome cellulaire, on l'appelle provirus. On l'appelle, une fois intégré, on l'appelle provirus. Qui fait intégrer le génome viral sous forme d'ADN dans l'ADN chromosomique humain, cellulaire, c'est l'intégrase. C'est la deuxième enzyme apportée par le virus. C'est pour ça que le sida, c'est une maladie chronique et c'est une infection latente. Donc, le virus, c'est comme s'il se cache. Son génome, il s'intègre dans le chromosome cellulaire humain. Et donc, c'est pour cela que, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à trouver un traitement. Le virus se cache dans les cellules en s'intégrant dans le chromosome cellulaire. Donc, une fois intégré, il va détourner la machinerie cellulaire et il va faire les différentes synthèses. Il va se comporter, c'est comme s'il fait partie de cette cellule humaine. Il va utiliser les enzymes cellulaires, il va synthétiser des ARN messagers, il va synthétiser de nouveaux particules virales génomiques. Donc, ça donne par la suite des cycles de réplication, synthèse de nouvelles particules virales qui vont sortir et infecter d'autres cellules. Donc, comme vous avez vu, les virus à ARN se multiplient en intracytoplasmique. On a vu les virus à ARN positifs, à ARN négatifs. On a vu que la réplication, elle s'est faite au niveau du cytoplasme cellulaire. Sauf le VIH. Le VIH, la première étape de réplication, mais la suite, elle se fait, il s'intègre dans le noyau. Donc, il s'intègre dans le noyau et c'est vrai, après, les synthèses se poursuivent dans le cytoplasme. C'est clair?
Alors, assemblage et libération, une fois synthétisées, les protéines de structure capside, glycoprotéines d'enveloppe, sont acheminées vers les régions cellulaires adéquates. Les glycoprotéines d'enveloppe sont synthétisées par les ribosomes liés au réticulum endoplasmique. Elles sont insérées dans la membrane du réticulum endoplasmique. Elles sont glycosylées, puis transportées à l'appareil de Golgi et subissent un clivage protéolytique indispensable à leur fonction. Donc, elles subissent une maturation au niveau de l'appareil de Golgi. Une vésicule les achemine vers la membrane cellulaire. La vésicule fusionne avec la membrane. Donc, les protéines, l'ARN messager, il est traduit au niveau des ribosomes, qui lie au réticulum endoplasmique et synthèse de différentes protéines. Ces protéines-là, donc, sont véhiculées véhiculées avec au réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi. Là, on aura une maturation de ces différentes protéines, comme les glycoprotéines de l'enveloppe, véhiculées via la vésicule et vont être fixées, elles se fixent à l'extérieur de l'enveloppe cellulaire sous forme de spicules. Vous allez voir par la suite. Comme ici, par exemple, les particules virales. Regardez, ça c'est le cycle viral les ARN messagers sont traduits avec des protéines, des glycoprotéines de surface, donc synthétisées au niveau des ribosomes, subissent une maturation au niveau de l'appareil de Golgi, transportées par la suite à la périphérie de la cellule infectée. Ces glycoprotéines d'enveloppe, comme la glycoprotéine 120. Une fois la particule virale, elle est synthétisée, elle sort le génome avec les autres protéines capsidales, etc., par bourgeonnement, emportant avec elle cette partie de l'enveloppe cellulaire qui va devenir l'enveloppe virale, emportant avec elle les différentes glycoprotéines qui sont déjà fixées sur la membrane cytoplasmique. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? C'est clair? Les protéines de capside s'assemblent autour des nouveaux génomes en formant une procapside perméable à l'acide nucléique génomique. Voilà. La libération du virus non enveloppé dépend totalement de la lisse cellulaire. Les virus enveloppés, comme j'ai dit, par bourgeonnement, et elle emporte une partie de l'enveloppe cellulaire qui, s'il y a des spicules, donc elle va sortir là où il y a les spicules synthétisées et fixées sur l'enveloppe cellulaire. Pour les virus enveloppés, la libération se fait par bourgeonnement. C'est lors de celui-ci que les virus reçoivent leur enveloppe, une bicouche lipidique cellulaire hérissée de spicules glycoprotéiques virales, comme j'ai expliqué ici. Alors, on a fini avec les virus à ARN. Maintenant, on va voir les virus à ADN. La multiplication du virus à ADN. Est-ce que c'est clair la première partie? Vous avez des questions? Donc on continue. La multiplication du virus à ADN a le plus souvent lieu dans le noyau cellulaire. Donc on a vu les virus à ARN, ça multiplie essentiellement au niveau du cytoplasme, c'est la règle générale, alors que les virus à ADN, la multiplication, elle se fait au niveau à l'intérieur du noyau cellulaire, où des enzymes cellulaires pourront alors être impliquées. Une fois le virus il pénètre dans le noyau, donc il va utiliser les enzymes cellulaires. Le cycle de multiplication peut être divisé en plusieurs étapes, comme pour les virus à ARN, à savoir attachement, pénétration et décapsidation.
Donc ça rejoint la même chose. Donc c'est la même chose que pour les virus à ARN. La réplication, assemblage, maturation et bourgeonnement. Alors, on a deux grands groupes, virus à multiplication nucléaire, comme les herpès virus. Le génome viral migre dans le noyau cellulaire. Une fois il est à l'intérieur, il va migrer directement dans le noyau cellulaire. Donc, il va subir 3 transcriptions. La première transcription, c'est la transcription précoce et très précoce qui génère des protéines alpha et bêta. Ce sont des protéines non structurales ou bien enzymatiques comme l'ADN polymérase, la thymidine kinase. Cette phase précoce fait intervenir une ARN polymérase ADN dépendante cellulaire. Donc, il va détourner la machinerie cellulaire et il va utiliser une enzyme cellulaire pour faire la première transcription. La duplication de l'ADN va alors avoir lieu grâce à l'ADN polymérase virale. La deuxième transcription tardive génère des protéines gamma qui sont des protéines de structure comme les protéines de capside. Vous voyez le virus, le virus, il se fixe, fusion, il pénètre à l'intérieur du noyau et il va être transcrit en protéines précoces et très précoces et précoces, qui génèrent les protéines alpha et bêta, c'est des protéines enzymatiques, et après, à la fin, nous avons la transcription des protéines tardives qui synthétisent qui sont responsables de la synthèse des différentes protéines de structure comme la capside virale. Alors, pour les adénovirus, schématiquement, les mêmes étapes que pour les herpès virus, avec une phase précoce, avec synthèse d'enzymes virales, et une phase tardive avec synthèse de protéines structurales. Donc, c'est la même chose, mais la duplication de l'ADN viral se fait par le biais d'une ADN polymérase cellulaire. Voilà. Alors, pour les virus à réplication cytoplasmique, attention, il y a des virus à ADN, comme le virus de la variole, le poxvirus. C'est un virus à ADN, mais sa réplication, elle se fait dans le cytoplasme. Donc, vous voyez, il y a parfois des exceptions. La règle générale et les exceptions. La plupart des étapes de la multiplication virale s'effectuent dans le cytoplasme. Le virus possède tous les facteurs nécessaires à la transcription et à la réplication du génome, comme l'ADN polymérase. Parce que le virus, généralement, les virus qui migrent vers le noyau détournent la machinerie cellulaire. Elles n'ont pas tout l'équipement complet pour se répliquer seules, transcrire, faire toutes les synthèses seules. Donc, ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils migrent vers le noyau. Vous voyez, le poxvirus, il a tout l'équipement enzymatique. Il est un peu indépendant. Il peut se répliquer dans le cytoplasme parce que il a déjà sa propre ADN polymérase. La transcription des messagers précoces s'effectue dans le corps du virion avant même la décapsidation. Donc, une fois il est rentré, il n'attend pas qu'il se décapside, se libère de la capside. Il commence directement à transcrire les messagers, des messagers précoces avant même la décapsidation, grâce à une ARN polymérase ADN dépendante constitutive virale. Ces messagers sont ensuite traduits au niveau des ribosomes cellulaires donnant des protéines précoces, dont la décapsidase. Donc, il rentre, il est toujours décapsidé, il va synthétiser les ARN messagers avant qu'il se décapside. L'ARN messager, il sort de la capside, qui est toujours intacte, qui renferme le génome viral. Il sort, il est traduit en décapsidase. Cette décapsidase, l'enzyme, elle revient, elle décapside le virus. Vous voyez, à peu près. Alors, après, on aura la duplication. Une fois le virus il est décapsidé, il va se dupliquer et il va transcrire aussi des ARN messagers tardifs qui donnent les protéines de structure pour synthétiser de nouvelles particules virales. Donc, voici le schéma, vous allez le voir, qui résume le cycle de multiplication des poxvirus.
Alors, concernant l'assemblage, maturation, libération, pour les virus qui se répliquent dans le noyau, l'assemblage viral a lieu dans le noyau. Donc, c'est vrai que le virus se multiplie dans le noyau, mais les ARN messagers, une fois synthétisés, vont sortir du noyau, être traduits parce que les ribosomes sont toujours intracytoplasmiques. Donc, traduits, ils reviennent par la suite. Les protéines synthétisées c'est-à-dire reviennent au noyau. Vous comprenez? C'est-à-dire le virus qui est à l'intérieur du noyau, il se réplique, il donne les ARN messagers. Les ARN messagers sortent, traduits au niveau des ribosomes en protéines, différentes protéines. Ces protéines-là réintègrent le noyau pour former les différentes particules virales. Donc l'assemblage viral se fait dans le noyau et même que la maturation de la capside après pénétration de l'ADN viral et libération du virion par lyse cellulaire, comme pour les adénovirus. Assemblage dans le noyau de la nucléocapside qui va s'envelopper aux dépens de la membrane nucléaire. Cette enveloppe virale va être modifiée par l'adjonction de glycoprotéines virales comme pour les herpès virus. Donc, pour les virus qui se multiplient à l'intérieur du noyau, ceux qui sont enveloppés, donc l'enveloppe virale, elle est d'origine nucléaire. Les virus gagnent le milieu extérieur par le réticulum endoplasmique et sont cytolytiques. Pour les virus à réplication cytoplasmique, l'assemblage se fait dans le cytoplasme, suivi de libération du virion par bourgeonnement. Alors, les conséquences de la multiplication virale, la mort de la cellule ou bien l'infection lytique. Les synthèses cellulaires ayant été gravement perturbées par les virus, la cellule en meurt, c'est l'équivalent de l'effet cytopathique. Donc, quand le virus il infecte la cellule, il donne des dégâts, des lésions. Et ces dégâts-là sont appelés effets cytopathiques. ECP, c'est une altération, ou bien ECP, c'est une altération morphologique de la cellule infectée, visible en microscope optique. Donc, on peut voir ça, ce microscope optique, observé in vitro en culture cellulaire, utilisé pour le diagnostic virologique. Alors, maintenant, pas chez nous, on le fait pas, mais à l'Institut Pasteur, ils font les cultures cellulaires. C'est-à-dire, il y a des virus, comme le virus de la grippe, ou bien le virus de la poliomyélite, le poliovirus, on peut le cultiver sur des cellules humaines. Donc, il y a des systèmes de cellulaires, des banques de cellules conservées, et on reçoit par exemple un prélèvement du malade dans lequel on cherche le poliovirus. Donc, on met le prélèvement en contact de ces cellules-là dans des boîtes spécifiques. Il y a des boîtes de culture fermées et on met le virus dans la cellule, sur la nappe cellulaire. Donc, c'est une technique, etc. Et donc, il y a des cellules qui permissives à ces virus, à des variétés de virus. Hein. Donc, il y a des virus qui se multiplient sur des cellules, sur une cellule, et ne se multiplient pas sur d'autres cellules. Donc, c'est un peu spécifique. Il y a une variété de cellules utilisées dans les cultures cellulaires. Il y a des lignées, on les appelle les lignées. Il y a les lignées simples, continues. Il y a des cellules cancéreuses. Ce sont les lignées continues qu'on utilise pour cultiver les virus. Pourquoi on les cultive? Justement pour voir cet effet cytopathique ou bien cytopathogène. Le virus, une fois on le met en contact des cellules humaines ou bien animales, et donc le virus, on les laisse en contact un certain moment, plusieurs jours par exemple, et après on peut observer ce microscope optique. On met la boîte de culture sur microscope et on peut observer est-ce qu'il y a des lésions ou non. Des lésions, il y a même des lésions qui sont spécifiques. Si on suspecte le polio, donc il y a un aspect très caractéristique de ces lésions-là. Vous allez voir par la suite que ça peut orienter vers tel ou tel virus. Exemple, pour le virus de la poliomyélite, les cellules s'arrondissent, arrondissement des cellules qui se détachent du tapis cellulaire, suivi d'une lyse cellulaire caractérisée par, après coloration, par une vaste inclusion cytoplasmique eosinophile,
refoulant le noyau à la périphérie de la cellule. Comme le virus de la polio, c'est un virus à ARN, donc il se multiplie à l'intérieur du cytoplasme. C'est quoi les inclusions cytoplasmiques? On le voit sous microscope sous forme de formation de points comme ça colorés. Et c'est quoi l'inclusion? C'est des capsides virales vides. C'est des capsides virales vides synthétisées en attendant que le génome y pénètre pour former la capside avec des génomes à l'intérieur pour former de nouvelles particules virales. Quand vous voyez inclusion, ça veut dire c'est des capsides virales vides. Ces inclusions peuvent être cytoplasmiques, intracytoplasmiques ou bien intranucléaires. Intracytoplasmiques pour les virus qui se multiplient à l'intérieur du cytoplasme et intranucléaires pour les virus, généralement les virus AADiens qui se multiplient à l'intérieur du noyau. Attention, il y a des virus qui donnent des inclusions à la fois intranucléaires et intracytoplasmiques. Alors pour les paramyxovirus et myxovirus comme le virus de la grippe, on aura la fameuse syncytia, c'est-à-dire fusion des cellules de la nappe cellulaire. On la voit au départ, elle est intacte, c'est des cellules intactes et tout, normal, mais après un certain moment, on voit que ce tapis cellulaire, il est altéré, on aura la formation d'une grande cellule, c'est le fusionnement entre plusieurs cellules, et ça donne ce qu'on nomme le syncytia ou bien le syncytium. Adénovirus, le cytoplasme est rétracté sur un gros noyau. Donc l'adénovirus, on a vu, se multiplie à l'intérieur du noyau cellulaire et donc on voit que le noyau s'agrandit, le noyau il augmente de volume. Le cytoplasme il est rétracté sur un gros noyau. Comme le virus se multiplie dans le noyau, ce noyau va augmenter de taille et le cytoplasme cellulaire il va se rétracter sur ce noyau-là, donnant du trou et ça forme par la suite du trou dans la nappe cellulaire, donnant un aspect en dentelle. Après coloration, on aura des inclusions basophiles au centre du noyau, entourées d'une zone claire et conservation du nucléole. Donc ça c'est la nappe cellulaire. Vous voyez, elle est intacte. Elle est vue ici aussi, donc elle est intacte. Mais quand on met du virus, vous voyez ça, c'est un virus de la poliomyélite. Donc après un certain moment, on laisse le virus au contact de ces cellules-là et vous voyez sur le microscope, on voit que ces cellules-là se détachent de ce tapis cellulaire et elles s'arrondissent et elles deviennent réfringentes. Vous voyez l'aspect en grappe de raisin. Donc ça, c'est très caractéristique pour les picorna, pour les picoronavirus ou bien les virus de la polio. Voilà. Après, vous avez différents aspects. Ça, vous avez la cellule normale, comment elle était, et ça, c'est la modification après infection. De même, ici, par exemple, vous avez cette photo, c'est pour le cytomégalovirus. Mégalo, c'est grand. Donc, ça donne un agrandissement. La cellule, elle agrandit de taille, et on appelle ça la cytomégalie. Ou bien, c'est le virus, il est appelé cytomégalovirus. C'est un herpès virus. Vous voyez la cellule, initialement, elle est comme ça. Cette cellule qui fait partie de la nappe. Une fois infectée, comment elle devient? Regardez, elle augmente de taille et on aura une grosse inclusion intracytoplasmique. Là, vous la voyez, ça c'est le noyau. Et l'inclusion, elle est à l'intérieur du noyau parce que c'est un virus qui se multiplie. Donc c'est un herpès virus. Il se multiplie à l'intérieur du noyau. Il va donner plusieurs capsides virales en intranucléaire qui donnent cet aspect de l'inclusion, et en même temps, on a d'autres inclusions cytoplasmiques. Donc, cet aspect que vous voyez, donc, voilà, concernant le cytomégalo-basophile, quelques inclusions, voilà. Après, voilà, on cherche les
Très bien. Alors, vous voyez la photo numéro 5, c'est un adénovirus. Vous voyez l'adénovirus, il est à multiplication. Ça, c'est la cellule normale, non infectée, et celle-là, c'est la cellule infectée. Vous voyez, le virus il se multiplie à l'intérieur du noyau. Le cytoplasme, ça, c'est le cytoplasme. Tout ça, il est rétracté sur le noyau. Il est rétracté sur le noyau, donnant ces trous-là. Après, si on voit en globalité la nappe cellulaire, vous aurez cet aspect-là. Il y a des trous dans la nappe cellulaire. C'est l'aspect typique de aspect en dentelle. Il est dit aspect en dentelle. Ça, vous avez la photo numéro 6, c'est le polio. C'est le polio. Donc, vous voyez détachement de la nappe cellulaire, les inclusions intracytoplasmiques. Ça, c'est le syncytia. On voit cet aspect-là de syncytia. Ça, regardez ça, c'est la cellule normale. Sa taille, elle est comment? Et après, on peut avoir une grosse cellule. C'est la fusion. C'est le résultat de fusionnement de plusieurs cellules de cette nappe cellulaire qui est intacte. Et ça donne le syncytia ou bien le syncytium avec des inclusions intracytoplasmiques, et cet aspect est caractéristique pour la majorité des virus respiratoires comme le virus de la grippe ou bien le virus respiratoire syncytial. Donc vous allez lire à tête reposée et vous allez revoir tout ça. C'est des images réelles, c'est juste pour vous montrer l'aspect en dentelle, l'adénovirus. Vous voyez les trous dans la nappe cellulaire donnant un aspect en dentelle. Alors là, c'est le syncytia pour les virus para-influenza. Alors, concernant maintenant la tolérance de l'infection, la cellule tolère l'infection, le génome viral et le génome cellulaire se partagent le potentiel de synthèse de la cellule et les deux métabolismes coexistent. Il y a parfois des virus qui transforment la cellule qu'ils infectent. On appelle ça la transformation cellulaire maligne. La cellule se multiplie de façon anarchique. C'est la transformation cellulaire maligne. Il y a plusieurs virus oncogènes, comme le virus de l'hépatite B, C, peuvent donner le carcinome hépatocellulaire. Il y a le virus Epstein-Barr virus, c'est un virus oncogène. Donc le HPV, le papillomavirus, qui est le premier responsable du cancer du col de l'utérus, c'est un virus oncogène. Donc il y a des virus qui infectent, transforment la cellule qui l'infecte et ça donne un cancer. Alors, c'est clair? Vous avez des questions? Non? Ok.